On va revenir un peu plus près de chez nous. Dans nos milieux patriotes, on parle beaucoup de l'Europe. Et souvent mal, notamment avec l'incontestable disparition progressive du souverainisme. Alors finalement, doit-on être pour ou contre l'Europe? Et plus généralement, quelle doit être la position de la Belgique par rapport à d'autres organismes internationaux comme l'ONU ou l'OTAN, auxquels notre pays adhère, pour ne pas dire appartient? Ben voilà, par rapport à l'Europe. Alors, si on parle du principe d'une plus grande coopération entre pays européens, bien sûr on est pour. Si on parle du principe d'adhérer au concept d'une civilisation européenne commune, bien sûr on est pour. Si c'est une conscience d'appartenir dans le principe des poupées russes à un peuple wallon, flamand, basque, français, qui appartient lui-même à un État légal qui a été façonné tout au long de l'histoire, la Belgique ici, et au-dessus de ça d'appartenir à une entité civilisationnelle qui est l'Europe, oui. Si c'est pour appartenir à un machin technocratique, non élu, qui prend des décisions sur notre mode de vie sans nous demander notre avis, un peu du type de l'Union soviétique, eh bien évidemment, là c'est non, hein, bien sûr, bien sûr. Donc on est contre l'Union européenne, enfin contre cette Union européenne-là, on est pour un Brexit, hein, disons-le franchement. Par rapport aux autres institutions, l'OTAN, bien sûr, l'OTAN on doit le quitter, comme un slogan qu'on crée il y a quelques années, c'est la Belgique hors de l'OTAN, l'OTAN hors de Belgique. Donc, bien sûr, l'OTAN, on nous a raconté, en tous les cas, pendant 50 ans ou 40 ans, qu'il était là pour nous défendre contre l'Union soviétique. Eh bien voilà, mission réussie, merci, au revoir. Il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus de danger soviétique. Donc voilà, c'est fini. Donc on devrait être sorti de l'OTAN, bien évidemment. Pour les autres institutions, moi je dirais que ça dépend un peu des cas. Je pense que la Belgique peut rester là. Évidemment, il ne faut pas se faire l'Albanie ou la Corée du Nord, enfin l'Albanie dans le temps, ou la Corée du Nord. Mais il faut voir, la Belgique peut participer à d'autres institutions européennes à 3 conditions. La première, c'est s'il y va de son intérêt d'y être. La deuxième, c'est voir qu'on touche en aucun cas à sa souveraineté. Et de 3, voir si effectivement elle a vraiment son mot à dire, quoi. Je pense que au-delà de ce que j'ai expliqué par rapport à l'OTAN, mais même au-delà de l'OTAN, il est clair et net que là-bas, quand les Américains parlent, tout le monde se tait. C'est pas la Belgique qui peut voilà. Donc, pourquoi pas dans certaines institutions internationales, mais je répète, si on a notre mot à dire, si on protège notre souveraineté, et s'il va de notre intérêt, oui. Est-ce que la Belgique aurait les reins assez solides en cas de Brexit, de Brexit, pardon. Économiquement. Oui, mais sortir de l'Europe, ça ne veut pas dire arrêter de faire du commerce avec tout le monde. Hein. Voilà. Oui, mais on ne serait pas sanctionné par l'Europe, par l'Union européenne, si on la quitte. Voilà, regardez ce qui se passe avec l'Angleterre. Moi, je pense que si on a un gouvernement qui est assez strict et qui ne se laisse pas faire, ça c'est notre paire de manches, on est bien d'accord. Mais si on a un gouvernement assez strict et qui ne se laisse pas faire, il y a moyen d'avoir un accord convenable, oui. Oui, notamment peut-être en faisant travailler plus nos propres agriculteurs, propres producteurs, voilà, etc. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, non plus. C'est quand on vous dit, oui, mais enfin, si on sort de l'Europe, on va perdre plein d'avantages. Oui, mais on va en gagner plein d'autres. C'est-à-dire, d'abord, on privilégie. On fera du protectionnisme. Trump l'a fait, et ça fait du bien aux États-Unis. Parce qu'il semble en ce moment que tout ce que nous consommons, c'est de l'importation. Voilà. On n'a rien de chez nous quasiment. Voilà, mais je pense qu'effectivement, peut-être qu'on en parlera tantôt, mais je pense qu'il faut essayer de faire en sorte qu'un État, que l'État, notre État, arrive à se suffire à lui-même. Alors évidemment, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Maintenant, je pense que si demain, on est dans les choses soient claires, en Belgique, la seule manière, le seul moment où il y aura éventuellement un Brexit, c'est quand seront au gouvernement des forces qui seront totalement hors du système. Et je pense que si un jour ça arrive en Belgique, en même temps, ça arrivera ailleurs. Donc à partir du moment où c'est l'ensemble de l'Union européenne qui est... En fait, utiliser le terme Brexit sans doute n'est pas adéquat.
C'est pas parce que le Brexit, ça veut dire que l'Union européenne reste et nous on en sort. Non, ce qu'on doit appeler, c'est la fin de l'Union européenne comme on l'entend. Et de refaire alors des accords économiques entre nous. Bien sûr. Mais des accords économiques, ça a commencé d'ailleurs comme ça. Au début, c'était des accords économiques. Et là, ça peut être intéressant. À partir du moment où c'est un fonctionnaire à l'Union européenne qui vient me dire si dans mon pays, on peut être ou pour ou contre la peine de mort, pour ou contre l'avortement, pour ou contre l'entrée des immigrés, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ah, c'est clair. Et pour enchaîner, est-ce que la dette des pays est une manière de le tenir enchaîné justement à des structures telles l'Union européenne ou l'OTAN? Bien sûr, bien sûr. La dette, c'est évidemment une des raisons pour laquelle aujourd'hui c'est l'économique et le financier qui dirigent le politique et pas l'inverse. Nous sommes pour que ce soit le politique qui dirige l'économique et le pas comme en l'Union soviétique, hein, évidemment, mais quand même que ce soit in fine le politique qui dirige. Ici, c'est plus le cas parce que on les tient par la barbichette pour rester poli, on les tient. Et donc, à partir de ce moment-là, en disant, voilà, maintenant, vous allez danser comme on veut, parce que vous nous devez 30 000, enfin, je ne sais plus, 1000 milliards ou 100 milliards, etc., etc., bien évidemment. Donc, pour changer cela, et c'est bien aussi notre différence entre nous et d'autres, patriotes, entre guillemets, c'est qu'il faut changer tout le système. Les gens qui disent, oui, mais non, là, il faut juste lutter contre l'islamisation, et puis ça ira. Mais non, parce que le problème, l'islamisation, elle est provoquée par quoi? Elle est provoquée par l'immigration. Par l'immigration massive, et tant qu'on sera soumis à certaines forces financières et économiques financières et économiques, eh bien, l'immigration continuera. On pourra danser sur notre tête, on l'a vu en Autriche, hein, on pourra mettre des populistes au pouvoir, ils n'empêcheront rien, parce que les forces qui dirigent, c'est le financier et l'économique. Et pour empêcher ça, pour arrêter ça, il faut changer le système. Donc il faut que l'État, un jour, se suffise à lui-même, et ne soit pas tenu par des banques ou par des forces financières. Alors, facile à dire, moins facile à faire, on est bien d'accord, mais je pense qu'effectivement, c'est possible si on arrête déjà des gaspillages. Allez, je donne un exemple très récent, c'est le copinage, enfin les copains et les coquins. Quand on voit tout l'argent public qui part, alors de manière illégale, probablement, on l'a vu avec l'affaire Netis, Moreau, etc., qui maintenant est en prison, ben, ça ne va pas rester longtemps sans doute, mais enfin, donc toutes ces entreprises, ces intercommunales qu'on a changées en sociétés plus ou moins publiques et privées, enfin, tous ces magouilles, tous ces montages ont fait que beaucoup d'argent public a été dépensé, a été mis dans les poches de quelques-uns. Alors ça, c'est ce qui semble être illégal, mais à tout ce qui est fait, entre guillemets, légalement, entre guillemets, mais qui va quand même dans les poches des uns et des autres. Donc déjà, si on arrêtait cette gabegie de dépenses de l'argent public qui ne sert que les intérêts des amis et des copains et des copines, les copains et les coquins, eh bien déjà on gagnerait beaucoup d'argent. Enfin, on économiserait beaucoup d'argent. De deux, c'est les frais épouvantables liés à l'immigration sauvage, le fait de gérer tous ces migrants illégaux qui viennent, tout ça génère comme frais par rapport au logement, par rapport à l'administration, enfin au travail administratif que ça provoque, au travail de police que ça provoque, les frais pour faire vivre ces gens, le fait qu'une partie de l'argent lié à l'immigration sort du circuit national. Tout ça coûte énormément d'argent. Et les allocations qu'on leur donne aux migrants, même illégaux, etc., tout l'argent de poche qu'on leur donne, tout ça coûte énormément d'argent. Et donc, oui, avec l'immigration zéro, avec la fin de l'immigration sauvage, bien sûr, on gagnerait beaucoup d'argent. On économiserait beaucoup d'argent. Et alors, aussi des dépenses. On parlait de l'OTAN là tantôt. C'est un bel exemple. Vous avez entendu parler des F-35. Les F-35, c'est un avion de chasse américain, ultra moderne, dit-on, qui en fait est je cite un haut responsable du Pentagone, le F-35 c'est une merde. C'est-à-dire, ils ont dépensé, je pense, je ne sais plus combien ça a coûté, mais 1100 milliards pour un,
l'achat, les tests, etc., etc. Et il paraît que c'est de la cacaille. Bon. En attendant, le complexe militaro-industriel a réussi à le vendre aux États-Unis et à la Belgique. Alors, moi, j'ai quand même une question. Quand on voit le rôle, l'importance de la Belgique en géopolitique mondiale, quand on sait qu'on n'a plus d'ennemis comme l'Union soviétique, pourquoi est-ce que la Belgique a besoin, ok, des avions de chasse, ok, a-t-il besoin de ce qu'on nous présentait en tous les cas comme le joyau, la fine fleur de la technologie, etc. Eh bien, c'est simple, hein. Ces avions F-35 belges, ils vont être utilisés dans quoi? Eh bien, ils seront utilisés dans les futures opérations de l'armée, de l'OTAN, et donc de l'armée américaine. Et donc, en fait, quand nous achetons 10 ou 20, je ne sais plus, pardon, F-35, en fait, on les achète pour l'US Air Force. C'est l'US Air Force qui, au lieu, elle, de dépenser, d'acheter 20 en plus, eh bien, les Américains, ils font acheter ces 20-là aux Belges, ou aux Hollandais, ou je ne sais pas à qui. Et donc, en fait, l'US Air Force a, je ne sais pas moi, au lieu d'avoir 100 F-35, ben, elle en a 110, 120, 130, 140, 150 qu'elle utilisera dans les opérations de l'OTAN. Et bien ça aussi, ce genre de dépenses, je ne sais plus combien ça a coûté, 4 milliards d'euros je crois. 4 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 4 milliards d'euros? Ben déjà rembourser une partie de cette dette. Hein. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a une possibilité de rembourser cette dette? Parce qu'elle est faramineuse et elle a l'air de se maintenir ad vitam aeternam. Ben, bien sûr, hein, mais ça c'est un peu comme les pièges, ce qu'on appelait les revolving à une époque pour les particuliers. Vous savez, c'était une carte de crédit et vous pouviez prendre dessus et vous pouviez rembourser un tout petit peu. Et puis à un moment, c'est une spirale sans fin. Eh ben, c'est exactement ce qui arrive. Maintenant, il y a dans les milieux de gauche, il y a toute une théorie. Ils expliquent que on pourrait un jour annuler la dette du tiers-monde. Et que ce serait tout à fait possible et ce serait même un geste et que voilà. Eh ben, ok, ça se discute. Mais alors, si on peut annuler la dette du tiers-monde, je pense qu'on peut annuler la dette tout court. Hein. Voilà. C'est clair. Hein. Mais effectivement, là, on va se heurter à des forces qui ne vont pas apprécier du tout. Et ça, c'est de nouveau la même chose, c'est que il y a un système qui tient une partie du monde, un système politico-financier, surtout financier, qui tient une partie du monde. Et que donc, évidemment, si on veut un jour se libérer de ça, il faut vraiment changer profondément le système. C'est clair, c'est comme moi je trouve ça franchement scandaleux, c'est que les contrôles fiscaux se font généralement chez les petits, comme on dit, alors qu'il existe ce qu'on appelle l'économie souterraine, qui brasse des milliards et des milliards et qui n'est quasiment pas contrôlée. C'est scandaleux. Bien sûr, bien sûr. Mais ça fait... Ce sont des rentrées d'argent quand même. Hein. Il faut quand même bien savoir que j'ai un camarade, pour ne pas citer, il s'appelle Gabriele Adinolfi, qui disait que si on voulait comprendre les trafics, non pas les trafics, si vous voulez comprendre ce qui gouvernait le monde, c'était 3 choses, disait-il. Le trafic d'êtres humains, on peut dire que l'immigration, c'est un trafic d'êtres humains. Quand on voit les passeurs là, en Libye, etc., c'est beaucoup d'argent. Hein. Et on a l'impression de vous faire croire que c'est un chef bédouin qui tout d'un coup dit tiens, je vais construire quelques bateaux et je vais envoyer les... Non, hein, il y a une structure là derrière. Hein. Alors il y a un petit chef, il y a un autre chef, il y a un autre chef, mais cet argent, il va bien quelque part. Hein. Il disait donc le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes et le trafic de drogue, c'est les 3 piliers sur lesquels, malheureusement, comment dirais-je, repose le système occidental. Et quand on vous dit, oui, le marché, des investisseurs, oui, mais c'est quoi les investisseurs? C'est les banques, ou c'est des groupes, et ces groupes, d'où vient cet argent parfois? Tout ça serait très intéressant à gratter. Et donc, une des raisons, parce que tout le monde dit oui, mais enfin, comment peut-on être laxiste à ce point par rapport au trafic de drogue, etc., etc. Il serait quand même intéressant d'un jour essayer de faire le calcul, en gros, puisque forcément c'est clandestin, mais de savoir si on remonte tout au-dessus de la pyramide, ce que ramène, ce que rapporte le trafic de drogue, par exemple. Et donc toute cette économie souterraine, ne vous inquiétez pas, elle ramène de l'argent, des bénéfices à certains. Et c'est peut-être les mêmes qui font en sorte que la justice, alors on utilise évidemment tous les trucs humanitaristes, droits de l'hommistes, etc. Mais peut-être que les vraies raisons pour lesquelles on fout la paix à tous ces gens-là
sont beaucoup moins altruistes et beaucoup plus intéressés, oui, bien sûr. C'est bien. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de notre entretien. Et en guise de fin d'entretien, est-ce que, Hervé, vous avez un message particulier à adresser à notre public? Je pense que c'est évident de le dire, mais vraiment, maintenant on le voit de plus en plus, et on le voit encore avec cette crise Covid, etc., on est vraiment à la croisée des chemins. Nous, ça fait quand même très longtemps que l'on annonce tout ce qui est en train d'arriver. La privation de nos libertés, la faillite sécuritaire, hein, je veux dire, voilà, parce que pour réprimer les gens qui veulent sortir sans masque, là on trouve des policiers. Mais on a vu autour des émeutes Gare du Nord il n'y a pas tellement longtemps, là c'est hors de contrôle. C'est hors de contrôle parce qu'on ne veut pas les contrôler, ou on ne sait pas, ou on n'ose pas. Enfin, en attendant, il y a une faillite sécuritaire absolue. La submersion migratoire, il suffit d'ouvrir les yeux, hein, et la destruction de nos acquis sociaux. Donc moi, je pense qu'un truc à dire aux gens, c'est que voilà, le temps des tergiversations, il est terminé, hein, de savoir si oui, mais on n'aura pas une stratégie pour arriver au pouvoir autrement, et on fera... Non, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, c'est simple. Il faut s'engager, il faut soutenir ceux qui résistent, et il faut résister. Ou bien il faut subir, et à mon avis, il faut disparaître. Ou bien on subit et on disparaîtra. Nous, à Nation, on a choisi plutôt la voie de la résistance. Donc voilà, moi je pense que si les gens qui écoutent cette émission, qui regardent cette émission, et qui sont en adéquation avec une grande partie de ce qu'ils viennent d'entendre, on ne peut pas être d'accord sur tout évidemment, eh bien je pense qu'il est temps qu'ils prennent leur destin en main et qu'ils essayent de militer, de réagir, de résister. Et donc moi, il y a différentes manières de le faire. Moi, évidemment, je propose de le faire avec et au sein de Nation. Je vous remercie. Alors, avant de terminer, je voudrais encore parler d'Hervé Van Latem. Je voudrais même préciser d'ailleurs qu'il s'agit bien de Hervé Van Latem et non du docteur Yves Van Latem. C'est un personnage tout à fait différent. Ils n'ont pas de lien de parenté non plus, qu'on se le dise. Alors voilà, Hervé Van Latem a fait un livre qui s'intitule Les mouvements nationalistes de Belgique, de 1950 à 2000. Vous pouvez trouver ce livre en allant sur notre site www.nation.be ou en nous écrivant, en le commandant sur info@nation.be. Ce livre coûte 27 €, frais de port compris. Voici le livre. Et pour terminer, je voudrais d'abord remercier Hervé pour nous avoir parlé, de nous avoir expliqué en long et en large ces différents sujets. Je vous dis au revoir et à bientôt.